Si vous souhaitez vous installer au premier rang, vous pouvez, n'hésitez pas, prendre dans les premiers rangs. Tout est bon pour vous? Eh bien, c'est reparti. Pour ceux qui sont dans le hall, dans l'entrée, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le hall pour cette nouvelle conférence. Alors là, on va parler de femmes dirigeantes Yes We Can. On va parler de la parité avec deux invités. Nous avons Charlotte Dubost, qui est fondatrice de Megara et Berceau Magique, et François Devazière, qui a été diplômé à l'ISEN, école qu'on connaît bien, et qui a fait un parcours dans des grands groupes avec Accenture, ex-DRH de L'Oréal, et qui désormais est consultant indépendant depuis le Var. Mesdames, Messieurs, c'est à vous. Bonne conférence. Un grand merci. Femme dirigeante, Yes We Can. Je me sens peu légitime pour commencer. Donc Charlotte. On va commencer effectivement sur le témoignage de Charlotte en tant que dirigeante d'entreprise, Berceau Magique, Megara. Et ensuite, moi, je parlerai de ce qui se passe plutôt au sein des grandes organisations, que ce soit les entreprises ou les organisations publiques. Charlotte, the floor is yours. Merci François. Déjà, merci à l'équipe du Murex d'avoir proposé ce thème, parce qu'effectivement, les femmes, on parle souvent des femmes, mais pas toujours dans le contexte de femmes dirigeantes. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, et surtout beaucoup de choses à faire, mais ça, on va en parler avec vous à la fin. J'espère qu'on pourra faire ressortir un maximum de problématiques et d'idées, parce que c'est quand même un grand sujet. Alors moi, aujourd'hui, je vais tout simplement déjà vous partager mon parcours, à la fois de jeunes salariés, mais aussi de dirigeantes aujourd'hui. Et je dois vous faire un aveu. Il y a exactement 18 ans, j'étais au bord du gouffre professionnellement. J'étais à un moment de ma vie déterminant, comme on en connaît tous. Et quasiment date pour date, c'était un moment vraiment difficile. En fait, j'étais face à deux voies tout à fait distinctes, celle de subir ma vie professionnelle ou celle de la choisir. Vous en doutez, si je suis là, c'est que j'ai fait le choix d'avancer et de prendre ma voie et de diriger. Et pourtant, au départ, dans ma vie de salarié, tout avait plutôt bien commencé. J'avais un parcours classique, des études d'économie, un parcours de prépa HEC, une école de commerce, un emploi dans une start-up. Enfin, on ne disait pas une start-up il y a un peu plus de 20 ans, on disait une boîte en croissance. Donc à Sophia Antipolis, une boîte où ma première entreprise qui m'emploie dès ma sortie, 40 salariés, 120 salariés 3 ans plus tard. Donc j'ai très vite connu l'hypercroissance qui aujourd'hui est banale, mais qui à l'époque était un petit peu plus original. Et ce qui a été compliqué à ce moment-là, enfin en tout cas compliqué, je commençais un petit peu à m'ennuyer dans ce premier emploi, et j'avais un rêve, travailler dans un grand groupe. Parce que pour moi, les grands groupes, c'était l'idéal. On nous avait bien vendu ça en école de commerce. Et puis, j'allais pouvoir manager. Comme on avait un diplôme en management, c'était la clé du bonheur. En tout cas, ça semblait l'être. Et tout jusqu'ici semblait un parcours parfait, une entreprise géniale qui recrutait 2000 personnes en un an, internationale, avec 2 téléphones, à l'époque des bibandes, des tribandes, de quoi voyager dans le monde entier, une assistante, un super ordinateur, plein de collègues très jeunes et motivés. Et en même temps, même si sur le papier tout avait l'air génial, j'ai très vite déchanté. Il se trouve que c'était une boîte extrêmement technologique, et autant ma première entreprise en mode start-up, ça n'avait pas trop été un problème. Bien que j'avais quand même compris qu'on avait plutôt tendance à s'adresser à mes collègues qu'à moi sur les salons, pour des questions techniques, et à moi pour le café. J'ai très vite vu que dans ce grand groupe, ça n'allait pas être très simple de trouver ma place. D'abord, être une femme, ensuite être jeune, ensuite être issue du marketing et non pas ingénieur. Dans un grand groupe technologique, en tout cas, et bien qu'un groupe qui est un groupe de province, c'était quand même très difficile de faire sa place. Et donc, je commençais à m'interroger petit à petit. C'était globalement le moment où mes managers, j'en ai quand même eu 3 en un an, avaient l'habitude de faire des blagues sexistes en début de réunion. Et apparemment, ça choquait personne. Bizarrement même, ça faisait rire mes collègues femmes. Preuve que c'était quand même un peu curieux.
Et j'ai très vite été un peu enquêtée pour demander comment étaient les femmes dans cette entreprise, comment ça se passait au-dessus. Et je me suis aperçue que dans les étages au-dessus, il n'y avait pas beaucoup de femmes, voire pas du tout, tout en haut. Et bon, je me suis quand même intéressée et je me suis dit, je vais aller en rencontrer quelques-unes. Et c'est avéré que ces femmes-là, elles étaient plus très femmes. En tout cas, il était clair qu'elles avaient dû laisser quelques cadavres au passage pour passer là où elles en étaient. Donc cette expérience ne m'a pas énormément convaincue. Et pour vous dire, à l'époque, je me suis dit, je me suis trompée. Mes amis d'école de commerce ont eu raison d'aller dans le luxe, la cosmétique, dans tous ces secteurs, le textile. Comment ça se fait que je me suis retrouvée dans la tech et j'ai dû faire une erreur? Pourtant, ça m'avait paru très naturel d'aller dans n'importe quel secteur. Et à ce moment-là, c'était vraiment la croyance que je commençais à développer, que c'était juste une erreur. Et j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là une difficulté personnelle, médicale même, puisque j'ai eu une grossesse compliquée où il a fallu à 5 mois de grossesse être allongée, plusieurs mois. Et ça m'a donné l'occasion de réfléchir à tout ça, de prendre un peu de recul et de me demander si vraiment tout ça, c'était conforme à mes valeurs et conforme à ma vision du monde. Est-ce que j'avais vraiment envie d'être là? Et là, les deux choix étaient très clairs. Rester dans un grand groupe avec beaucoup d'avantages, avec un certain confort, une belle carte de visite, sur le papier, beaucoup de perspectives, mais c'était vraiment sur le papier, on va dire. C'était plus dans la communication que dans la réalité. Et puis le choix d'entreprendre, qui paraissait dingue, mais qui en même temps était quand même assez attirant pour savoir ce qu'on vaut. Et quand on est un jeune, en tout cas moi j'étais jeune diplômée, j'avais 26 ans, ça m'a attirée. C'était vraiment le choix de la peur de ne pas trouver mieux, et j'ai encore beaucoup de collègues qui, 20 ans après, sont pour certains dans ce choix, de rester bien protégés et d'évoluer ou pas, mais de pouvoir avoir beaucoup de RTT, d'avoir des enfants, d'avoir des congés, ou le choix d'entreprendre et qui à l'époque pouvait paraître dingue. Clairement, ce n'était pas du tout mon souhait. Pour moi, ma croyance, c'était que si on entreprend, on n'a pas de vie privée. On n'a pas de vie de famille. J'ai un père entrepreneur, donc j'avais pu l'expérimenter en tant qu'enfant. J'avais un beau-père entrepreneur, je voyais ce que c'était aussi. Et il était évident que pour moi, c'était quelque chose d'assez difficile de mener les deux en tant que femme. C'était pourtant une croyance. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est clairement l'aide que m'a apportée mon ancienne entreprise, puisque quand je suis revenue de congé maternité, eh bien, tout simplement, je n'avais plus de bureau. Et je n'étais plus dans les organigrammes, et je n'avais plus de job. Donc après un jour ou deux à chercher ce que je pouvais faire, eh bien, on m'a orientée vers le service RH. Et de la même manière qu'en 2000, ils avaient recruté 2000 personnes, eh bien, en 2003, ils en licenciaient plusieurs centaines. Et je dois dire que ces difficultés à la fois médicales et professionnelles, finalement, ont été l'occasion d'avoir un énorme rebond. Et c'est vraiment ça qui m'a, finalement, un contexte personnel, mais pas tellement environnemental, qui m'a amené à faire ce choix. Pour finir, sur cet aspect, on va dire, entrepreneur, ce que j'ai découvert, c'est que c'était possible de faire quelque chose sans rien y connaître. Hein, alors que dans les grandes entreprises, on m'avait expliqué qu'il fallait franchir plein d'étapes, que j'évoluerais quand j'aurais déjà fait ceci ou cela. J'ai découvert qu'en tant qu'entrepreneur, on se lance et puis on apprend en faisant. Ça, c'était un grand apprentissage. Et que même en tant que femme, il faut se faire confiance sur le fait que personne ne sait mieux que nous ce qui va pouvoir nous correspondre. Aujourd'hui, mon entreprise, elle compte 47 salariés. On a fait un peu plus de 220 000 commandes et on devrait dépasser cette année les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc clairement, c'était le bon moment de se lancer. Il y avait des perspectives. Moi, j'en étais convaincue. Mais j'avoue que mon entourage, à l'époque, n'a pas énormément soutenu le projet. Et que, pour vous citer mon père, il m'a dit « Je ne t'ai pas payé des études pour garder tes enfants et travailler de la maison. » Alors, le télétravail n'existant pas à l'époque, travailler de chez soi, ça paraissait pas être un vrai travail. Et donc, la devise qui aide au titre de cette conférence, c'est vrai que c'est le « Yes, I can ». Je me suis dit sans arrêt que j'étais capable, que je pouvais y arriver et que même si j'avais aucune expérience dans le commerce, aucune expérience dans l'Internet, j'étais une jeune maman. Et puis, surtout, moi, j'adorais déjà acheter en ligne, alors qu'il n'y avait presque pas de site. Donc, ça m'a permis de me lancer. Et surtout, je pense qu'on va y revenir, j'ai eu la chance d'intégrer très vite des réseaux, alors beaucoup de réseaux féminins, parce que, je ne sais pas, ça commençait à émerger à l'époque. Il y a beaucoup de solidarité dans ces réseaux-là. Le réseau des mompreneurs,
le réseau Cyberel, qui étaient les toutes premières femmes de la tech, un réseau parisien, le réseau des femmes chefs d'entreprise, FCE, qui existe toujours à Toulon, et puis 43117 qu'on a fondé, enfin imaginé, et plus récemment des réseaux nationaux comme Croissance Plus ou le CJD qui ont été d'un soutien énorme en tant que dirigeante et aussi en tant que femme pour rencontrer d'autres femmes. Et globalement, ce que je peux vous dire sur ces femmes dirigeantes, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, globalement, il y en a encore beaucoup qui se sont lancées un peu par hasard comme moi, mais qui globalement se limitent. Et c'est vrai que c'est très difficile, particulièrement les mompreneurs, eh bien, elles ont souvent envie d'avoir une petite activité à côté, mais pas une grande entreprise, alors que tout serait possible. Je pense que pendant la crise du Covid, beaucoup de femmes ont trinqué. Elles ont fait les devoirs à la maison, elles ont tout géré, elles ont porté leur famille finalement, la plupart du temps, alors qu'il y avait quand même pour certaines des petites entreprises émergentes. Donc c'est vrai que c'est une de nos grosses difficultés aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et moi, je travaille énormément à témoigner dans des lycées, auprès de collégiens, à être marraine de jeunes entrepreneurs, à faire des déjeuners, à essayer de partager mon parcours comme aujourd'hui, pour montrer que c'est possible, parce que moi, si j'ai pu le faire, c'est que tout le monde peut le faire, avec de l'envie, de l'énergie et une bonne dose de détermination. Tout le monde peut y arriver, même dans un secteur qu'on ne connaît pas, du moment qu'on s'entoure, qu'on connecte avec les bonnes personnes, ce qui aujourd'hui est extrêmement facile avec les réseaux existants, et surtout qu'on croit au son potentiel. Et en tant que femme, il nous manque un peu des cours à l'école pour avoir de la confiance en soi, pour croire qu'on peut y arriver autant que les hommes, et si ce n'est mieux. Voilà pour ma part. Mieux. Charlotte, je ne sais pas ce qu'on peut dire. D'abord, un grand merci, on peut l'applaudir. Énorme merci. Ça va être un peu dur de passer après toi. Tu as commencé avec beaucoup d'intimité. Alors, je vais commencer dans l'intimité aussi. J'ai envie de faire un coming out. Tout le monde lève la tête. Oh, il va faire un truc. Vous allez me dire, hey, on est en 2021, tu as 55 ans, peut-être un petit peu tard, et puis tout le monde connaît ta vie, donc c'est peut-être pas la peine. Non, mais je vais faire un coming out parce qu'il y a 5 ans, j'ai eu envie, j'ai décidé de devenir un meuf. M-E-U-F. Et là, je ne vais pas citer Nicolas Sarkozy ni François Fillon, excusez-moi. Je vais citer Brigitte Macron qui décrit son mec comme un meuf, mec extrêmement utile aux femmes. Et j'ai effectivement décidé, c'est une grande partie de ma vie aujourd'hui, d'être utile aux femmes dirigeantes, mais aussi à toutes celles qui ont envie de le devenir, toutes celles qui le peuvent, mais qui ne le savent pas encore, et toutes celles qui n'osent pas, alors qu'elles ont tout pour pouvoir le devenir. Alors pourquoi? Petite question à la salle. Vous connaissez le CAC 40, ça vous parle? 40 plus grosses capitalisations en France. À votre avis, combien de femmes sont présidentes ou présidentes directeurs générales d'une boîte du CAC 40? Qui dit plus de 5? 40 boîtes? Personne, vous avez raison. Combien? Quelqu'un dit 2? 2, c'est une réponse. Tu dis 0. 0. Il y a une femme directrice générale, Catherine McGregor, qui est la nouvelle, et Isabelle Cocher était directrice générale d'Engie aussi, mais c'est le seul groupe sur 40 boîtes. Donc on peut se dire sur 40 qu'on dépasse l'erreur statistique. Vous êtes d'accord? SBF 120, c'est la même chose. Il y a 6 femmes dirigeantes du SBF 120, et là on est sur 120. Cadre dirigeant en France, vous savez ce qu'est un cadre dirigeant, c'est les gens qui portent des titres de manager, directeur, on est à 17% de femmes. Alors que le marché de l'emploi est plus féminin que masculin, de façon générale. Donc voilà, c'est un des premiers. Donc moi, en fait, mon discours, bien évidemment en support de Yes, they can, Yes, we can, quand on est féministe au premier sens du terme, pour les femmes, pour la parité au sein de l'entreprise. Je pense que la parité à la tête de nos organisations, c'est un impératif pour les années qui viennent. Et pour plein de raisons. D'abord, c'est une question de principe. Ça ne se discute pas. Hommes, femmes, même combat, mêmes opportunités. On est tous des sœurs, des frères, des enfants, des filles. Pourquoi bloquer les portes à la moitié de la population?
Je suis ancien DRH, je vous raconterai un peu mon parcours. C'est aussi une question d'enrichissement des compétences, et notamment des compétences de leadership. Bernard Laporte en a très bien parlé tout à l'heure quand il a eu cette description sur ce qu'apportent les femmes dans le milieu de l'entreprise. On est en train de définir le leadership pour les années qui viennent, les années 2025, 2030, et franchement, on sait que les 20 dernières années n'ont pas toujours été des succès en termes de direction d'organisation, direction de boîte, direction du monde, etc. Il y a une légitimité à vouloir apporter du sens derrière l'autorité. Il y a une liberté, il y a vraiment une opportunité à savoir laisser parler les envies, un peu comme Charlotte nous l'a raconté. J'ai beaucoup aimé le mot amour, j'aurais pas osé qu'a cité Bernard Laporte tout à l'heure. Moi, je parle d'enthousiasme, d'empathie dans le management. Il n'y a pas de management sans enthousiasme et sans empathie, en tout cas pas pour les années qui viennent. On a pu subir dans les années 80, je regarde tous ceux qui ont à peu près mon âge, des managements où il y avait peu d'empathie, beaucoup d'autorité. Ça ne marche plus aujourd'hui, vous le savez, et les jeunes ne suivent plus. Il y a un vrai plaidoyer pour le collectif. Il y a un plaidoyer pour déséquilibre au sens large, en deux mots, hein, déséquilibre au sens large. Et donc, je pense que les femmes sont là aussi pour nous aider tous à définir cette équation du leadership. Et ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Je suis ancien DRH, par définition, aussi l'une des raisons de ce combat, c'est enrichir les viviers ressources humaines. On se bat tous pour trouver des dirigeants, pour nos écoles d'ingénieurs, pour nos écoles de commerce, pour nos organisations, pour des grosses boîtes. Pourquoi on ne regarde que les mecs? Il y a perte, comme on pourrait dire en tant qu'ingénieur, Didier. Ouais. Et aujourd'hui, et ça c'est un des points positifs de la période, il y a un vrai enjeu sur la réputation des organisations, la réputation des entreprises qui ne jouent pas le jeu de cette parité. Vous l'avez vu dans la presse, quand on voit des photos de comité de direction et qu'on voit une ligne de 15 costumes, cravates, même quand il n'y a pas la cravate, et pas une seule femme, ça fait tâche. Ça fait tâche, ça fait les unes de la presse, et ça ne va pas continuer comme ça. Cette réputation, ça abîme les sociétés. Ça les abîme non seulement devant leurs clients, quelquefois. On ne peut pas s'appeler une boîte comme L'Oréal si on n'avait pas de femmes à la direction. On ne peut pas s'appeler une boîte moderne comme Decathlon sans avoir de femmes. On peut se poser la question, quand on s'appelle LVMH, de pourquoi il n'y a pas plus de femmes à la tête de sociétés comme Dior, Sephora, etc. Mais ça se voit beaucoup pour les clients. Ça se voit surtout beaucoup pour les collaborateurs et les collaboratrices. Tu as très bien raconté l'histoire de ce qui s'est passé pour toi. Quand on regarde au-dessus et qu'on voit plus personne comme soi, on se dit finalement, est-ce que ça vaut le coup que je reste? Ça ne marche plus. Il faut avancer. Et puis enfin, et les Américains sont meilleurs que nous là-dessus, il y a une vraie équation de légitimité, de plus de parité, égalité homme-femme à la tête des entreprises pour la performance économique. Toutes les études le prouvent, je ne vais pas vous les citer parce que j'ai fait du conseil, mais quand j'étais petit, mais vous allez voir McKinsey, vous allez voir ces trucs-là, toutes les études qui ont été faites sur tout type de boîte prouvent que quand il y a plus de femmes à la tête des entreprises, il y a plus de performance économique. Donc il faut. C'est mon point de vue. Alors qui je suis? Je regarde Didier. Je suis ingénieur ICEN. Personne n'est parfait. J'adore l'ICEN. Je l'adore encore plus aujourd'hui que je l'avais adoré il y a 30 ans. Parce qu'à 30 ans, j'y étais pas très bien. En fait, j'avais choisi la mauvaise direction. Et l'électronique très appliquée était un terrain absolument passionnant, mais peut-être pas fait pour moi. Ce qui fait que moi, ma vocation, très vite, ça a été le voyage. J'ai voulu absolument travailler à l'étranger dès les premiers stages, grâce à l'ICEN, et puis etc. En Angleterre, puis ça a été les États-Unis, etc. J'ai eu la chance de travailler dans 2 très belles boîtes. Accenture, une boîte de conseil, pendant 8 ans, et L'Oréal. Et ce que j'ai aimé dans ces boîtes, c'est que c'est des boîtes qui m'ont permis de changer de métier à chaque fois que je voyais une petite lumière dans un coin de la salle ou au bout du tunnel, et je me disais, tiens, ça a l'air sympa, etc. Donc j'ai commencé en faisant du conseil en système d'information, puis j'ai fait du conseil en organisation,
Et j'ai eu mon vrai clic à 27-28 ans j'allais dire, de motivation professionnelle qui était autour de l'humain en me spécialisant dans la conduite du changement. Tellement passionné qu'à 30 ans, je me suis dit, il faut que je sois DRH quelque part. Et j'ai eu la chance de rencontrer L'Oréal, où j'ai bossé pendant une petite vingtaine d'années sur l'Europe. J'ai été DRH de leur marque de luxe. J'ai eu l'énorme chance d'habiter Mexico City ensuite et d'être DRH de l'Amérique centrale, puis des États-Unis, et de revenir au siège où j'ai eu différents métiers de DRH de population au niveau mondial. Et depuis 5 ans, j'habite le Var et je travaille sur pas mal de projets. J'accompagne des startups. Mathieu Gardin doit être dans la salle, patron d'Oxycar, je fais partie de sa société. Différents projets, ONG et beaucoup de conseils, dont du conseil sur le leadership et une spécialisation sur le fait d'aider toutes les grosses boîtes en France à faire arriver des femmes sur les postes de direction. Parce que je suis convaincu que transformer le mode de management, ce qu'on appelle le leadership, pour un monde meilleur, plus beau, plus bon, est une nécessité. Alors, je vais vous raconter, Charlotte a raconté son histoire qui l'a emmenée vers l'entrepreneuriat. Des histoires comme Charlotte, j'en ai écouté des dizaines et des dizaines. Chez L'Oréal, où j'étais DRH, mais aussi chez tous mes collègues qui sont dans les grosses boîtes. Ça a même un nom, ce que tu as vécu il y a 20 ans, ça s'appelle le opting out. Comme on dit en bon français, c'est je choisis de partir pour une très belle aventure, et tu as eu raison, et le succès est là. Mais je peux vous dire que quand on est DRH dans une grosse boîte, j'étais DRH chez L'Oréal, on faisait nos efforts, on avait affiché qu'on voulait des femmes à tous les niveaux, dans tous les postes, on les avait trouvées, elles existaient, on les avait recrutées. On les accompagnait, on les formait, on faisait des promotions, on les mettait dans des programmes d'investissement, on leur mettait des mentors, on leur faisait bouger de pays, etc., etc. Et il y avait toujours un moment où il y avait un toc-toc. Est-ce que je peux te voir? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, merci, hein, merci, tout est là, vous investissez sur moi, je suis bien payé, j'ai truc, programme, mais en fait, j'ai pas envie. Et pof, tout s'écroulait. Et c'était des femmes qui étaient futures patronnes de pays, directrices informatiques, directrices financières, patronnes de marque chez L'Oréal, des très très beaux jobs, hein, avec tout ce qu'il faut. On creusait derrière ce « il n'y a pas envie ». Pas envie de quoi? Et c'était pas envie de devenir comme eux, pas envie de vivre les énergies que je vois là-haut. Tu parlais de blagues machistes. Il y a encore 2 ans, on a accompagné des femmes qui arrivaient dans des comex où, effectivement, on commençait, c'était l'icebreaker de la réunion, par la grosse blague bien salace, et tout le monde rigolait, y compris les femmes qui étaient déjà là depuis quelques années, quoi. Donc et cette femme franco-danoise qu'on accompagnait avait un petit problème de valeur sur ce truc-là. Donc il faut que ça bouge, tout ça. C'est pas envie d'appartenir au Boys Club, et puis ce que tu as décrit, Charlotte, est encore pire. C'est pas envie de devenir comme elle. Parce qu'il y en a toujours une, ça va pas être le cœur de mon discours, ça, qui a réussi à passer les plafonds, mais qui est devenue peut-être pire qu'un mec. Ça vous parle ou pas? Ouais. Bon. Il y en a parce que la médiocrité n'est pas l'exclusivité des hommes, hein. Ni celle. Bon. Et je pense qu'il y a un très mauvais ami de la langue française qui est masculin, féminin en termes de compétences, parce que je ferai un plaidoyer sur le fait que les compétences masculines, autorité, courage, etc., ne sont pas l'exclusivité des hommes, comme les compétences féminines, on va parler d'empathie, de collectif, et que ça, ne sont surtout pas l'exclusivité des femmes. Sinon, j'ai été une femme comme les autres, hein. Mais voilà. On va peut-être s'arrêter là. Non, je m'arrête pas là et je m'arrête dans 2 secondes et on ouvre la salle. Ma conviction aujourd'hui, et c'est mon action depuis 5 ans, c'est qu'il y a une 3e voie entre celle d'accepter de se travestir et de monter jusqu'en haut dans des codes qui ne sont pas les tiens, et celle de partir, ce que tu as fait avec succès. Et cette 3e voie, pour moi, et c'est là-dessus que j'agis, c'est d'aider toutes ces femmes qui se posent des questions sur l'envie à mieux se connaître, à mieux définir qui elles veulent être comme type de patronne,
de dirigeantes, à se dire « Yes, I can », je veux relever le défi, je vais aller me battre. Je vais aller me battre, mais pas juste parce que je suis hystérique ou féministe militante. Je vais aller me battre d'abord parce que c'est la seule condition à laquelle je reste et j'accepte le défi, mais aussi parce que je pense que c'est mieux pour ma boîte. Parce qu'il faut que la boîte change, il faut que ses valeurs changent, il faut que les énergies changent. Donc si vous m'apportez, si Didier décide demain à l'ICEN d'apporter une femme, plusieurs femmes dans le conseil, il faut aussi accepter que ça change un peu les codes, et certainement pour plus d'équilibre, pour plus d'ouverture dans la façon de penser, etc. Et ça, c'est un beau boulot. On fait ça depuis 5 ans. Tous les ans, on a un programme qui s'appelle les rencontres atypiques, révélateurs de potentiel féminin, qu'on anime sur Paris et qu'on a décliné dans pas mal de boîtes sur l'Europe. Et c'est, j'allais dire pour parler, pas comme 55 ans, un kiff absolu de voir ces femmes se transformer un peu toutes ces frictions, tous ces inconforts, dans une vraie envie de se battre, mais de façon positive, pour y aller, mais pour y aller en faisant changer les choses. On peut peut-être s'arrêter et prendre des questions de la salle, ou Charlotte, oui. Ouais. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question? Oui. Donc j'ai une question, effectivement, Christophe Mouisset, donc Catch Business School. Je voudrais savoir, la question que je vous pose à vous deux, c'est, on a bien compris hein, qu'au départ, moi en tout cas, j'ai eu du mal à comprendre dès le début qu'il y avait un problème dans l'entreprise entre les femmes et les hommes. Et donc il m'a fallu longtemps pour réaliser qu'il y avait un problème. Parce que pour moi, ce problème, enfin en ce qui me concernait, n'existait pas. Tu avais un lourd passif hein, en plus. Voilà, exact. Je rigole. Mais j'ai vite compris qu'effectivement, si on peut considérer que le talent est à 50-50, hein, puisque donc voilà, ni plus ni moins, 50-50, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a seulement entre 15 et 17% des femmes qui sont dans les comités exécutifs, donc ça veut dire qu'on perd 60% des talents féminins au cours de la carrière dans l'entreprise. Donc ça veut dire que forcément ces 60% de talents féminins dans les entreprises sont remplacés par des moins talents masculins et que donc effectivement c'est toute l'optimisation de l'entreprise qui en est impactée au-delà même de sa représentation. Et ma question, elle est de savoir si cette perte de talent au fur et à mesure de l'évolution des carrières qui amène à ce que les comités exécutifs, les comités de direction soient majoritairement masculins, est liée à la censure ou à l'autocensure? Et quel est le pourcentage de la censure et quel est le pourcentage de l'autocensure? 27%. Non, c'est une blague. Tu veux commencer ou... Oui, si tu veux. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a une chose évidente qui joue en la défaveur entre guillemets des femmes, c'est le fait qu'elles s'absentent pour certaines un petit peu au moment des maternités. Et effectivement, cette différence physiologique, elle impacte aujourd'hui, en tout cas dans les organisations. Alors j'ai envie d'apporter une note positive, de moins en moins vraie, parce qu'en tout cas, moi j'ai 95% de femmes dans mon entreprise, donc je ne suis pas représentative et pas paritaire. Mais en travaillant dans la petite enfance, c'est assez banal. Les nouveaux pères, je pense aujourd'hui, sont très investis dans les grossesses. On vient d'allonger un tout petit peu le congé paternité. Hein, ça reste évidemment pas ce qu'on a en Scandinavie. En tout cas, je pense qu'ils ont une approche beaucoup plus égalitaire dans ce que je vois chez mes jeunes salariés aujourd'hui, de la répartition des tâches au niveau des enfants, au niveau des tâches domestiques. Et je pense que ça va contribuer à faire changer les choses en entreprise aussi. À partir du moment où on ne se dira pas « Ah tiens, elle vient d'avoir un bébé », mais potentiellement « Ah, lui vient d'avoir un bébé aussi ». Ça commence par bouger au niveau des hommes, en fait. Parce qu'effectivement, l'autocensure, elle est partout. Et en tant que femme, encore une fois, moi, c'est ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de limites, tellement de croyances limitantes sur le fait que... j'ai une jeune diplômée de Bac+5 là, qui est venue me voir il n'y a pas longtemps et qui m'a dit « Moi, mon rêve, c'est d'entreprendre. » Et donc, d'entreprendre. Et donc, elle voulait que je lui témoigne. Et elle m'a dit, mais ma famille n'est pas d'accord. Ma famille, ils ont envie que j'ai des enfants plus tard et que je puisse m'occuper d'eux.
Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de croyances autour du fait que c'est un choix à faire, soit d'avoir une famille, soit d'avoir une carrière. Et je pense que quand on enlèvera ça de la tête des jeunes diplômés, qu'on peut faire le choix du et une carrière et des enfants. Bon, moi j'en ai 3 des enfants, donc voilà, l'entrepreneuriat n'arrête rien. C'est des choix personnels, mais il y a énormément de personnes qui vont se limiter en se disant qu'à un moment, ils ont un choix à faire. Enfin, elles ont un choix à faire. Alors qu'un homme va rarement se dire, est-ce que je choisis d'avoir des enfants ou est-ce que je choisis d'évoluer dans ma boîte? J'ai encore jamais rencontré un homme qui s'est posé cette question. Et ça me paraît dingue aujourd'hui. Donc l'autocensure, elle est partout. Ta question est très bonne, Christophe. J'ai bien sûr pas de pourcentage, mais c'est les deux. C'est d'abord censure, mais on peut espérer que dans beaucoup de boîtes, on a passé ce cap-là. C'est-à-dire que je pense que la plupart des boîtes aujourd'hui affichent des vrais souhaits de faire arriver des femmes sur des postes de comité de direction. Mais ensuite, il y a le combat de l'autocensure. Et c'est pour ça que quand on veut agir, alors je parle plus qu'en entrepreneuriat, à côté grosses organisations, comment tu fais pour faire bouger les choses? Point numéro 1, c'est d'entraîner les directions générales dans le message, dans les objectifs, à mettre des objectifs chiffrés sur ces choses-là, à mettre des moyens, à le dire. Ça ne se passe pas sans une direction générale, généralement masculine, mais qui s'engage sur le sujet à faire arriver des femmes. Mais ensuite, on s'attaque. Alors, il faut que les ressources humaines, les systèmes suivent, mais ça, je veux dire, c'est l'armée. Égalité des salaires, accompagnement, crèche pour les... Il y a plein de systèmes qui font que c'est possible, télétravail, mais ça, c'est la mécanique. Et le troisième axe, c'est l'autocensure, et c'est grave. Et comme tu le dis, ça vient de décennies d'éducation. À chaque fois, quand j'ouvre, et tu le sais, chez Kedge, sur le sujet, je commence par une slide sur les Schtroumpfs. Qui a lu les Schtroumpfs, petit? Que fait la Schtroumpfette? Elle bosse pas beaucoup. Hein. Et il paraît qu'elle a même été inventée par Gamel pour distraire les Schtroumpfs ou je sais pas quoi, on m'a raconté ça. Donc, et dans la filmographie, c'est encore pire, etc. Et devant des mots tout simples, quand on ouvre nos conférences de développement sur le leadership, on utilise un mot qui s'appelle le mot ambition. Le mot ambition, vous le criez dans une salle, tous les mecs se lèvent. Ouais, yes, oui. Les filles, c'est ambition... pas tellement le mot, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, peut-être. Il y a une interdiction à s'affirmer devant l'ambition. Alors peut-être qu'on n'aime pas le mot, mais en tout cas, les systèmes pour développer des talents utilisent l'ambition qu'ils peuvent lire chez vous. Donc il y a une façon de répondre, peut-être davantage par les valeurs, par le sens, par des envies de projet, mais il y a ces trucs-là. Donc direction, ce que fait Charlotte est vachement important aussi au niveau des directions. Pour les rares femmes qui ont passé le cap, qui sont à l'aise dans leurs souliers, baskets, sur leur poste de direction, l'importance de témoigner est hyper importante. Pour ceux et celles qui ont envie, moi je vous conseille une série de podcasts que j'adore, animée par Léa Salamé, qui s'appelle Femmes puissantes. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Et si vous devez commencer par une interview, vous regardez l'interview de Christine Lagarde, qui en a vécu des vertes et des pas mûres dans des cabinets d'avocats, parce que c'est pas seulement en France. Hein. La France est peut-être pire que beaucoup d'endroits, mais cabinets d'avocats américains, puis il y a une nécessité de témoigner, comme le font aujourd'hui assez naturellement toutes les femmes qui sont sur des postes de direction, de petites entreprises, de grosses entreprises, d'organisations, sur ce qu'elles ont vécu, là où elles se sont plantées, c'est important, là où elles ont réussi, les challenges, comment elles ont fait pour pouvoir bouger les lignes. Mais il y a un sacré défi à faire que les femmes se bougent aussi pour pouvoir effacer cette autocensure. Autre question? Merci beaucoup. Il y a plein de petites questions. J'avais vu, mais... On provoque un peu. Hein. Non, je voulais juste apporter un témoignage, puisque c'est le moment. J'ai un peu le même parcours que Charlotte, même grand groupe industriel, juriste de formation, pas école de commerce. Même grand groupe industriel, et puis maternité, et puis départ, et puis création d'entreprise, et puis 3 enfants, et puis une carrière, et puis c'est possible, et puis maintenant l'engagement politique, tout est possible à condition de se donner les moyens, d'avoir envie.
et de savoir, vous avez dit quelque chose de très juste, qui on est et qu'est-ce qui nous correspond vraiment. Exactement. De ne pas rentrer dans un moule qu'on nous Sinon, impose. ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal pour tout le monde, hein. Ça fait mal pour soi, ça fait mal pour l'entourage, ça fait mal pour tout le monde. Donc, je pense que c'est très important d'être à l'écoute de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut faire. Et ça donne un bel exemple pour nos enfants. Et pour les autres femmes qui suivront. Donc c'est la recherche de l'épanouissement personnel, on en est là quand même maintenant. Et ça passe pour certaines par la création d'entreprises, mais pas forcément, parce que c'est aussi un autre costume à porter, qui n'est pas toujours facile, qui est souvent très difficile même. Mais voilà, il faut savoir qui on est, ce qui nous correspond. Et c'est l'essence. Merci pour ce témoignage, parce que c'est ça. Et juste conjugué avec le fait qu'une fois qu'on sait qui on est et qui on a envie d'être, aujourd'hui, c'est aussi prendre le guidon et dire je vais aller négocier ça, oui. Parce que ce sera une condition. Donc, il n'y a pas que la solution d'aller le faire ailleurs, il y a la solution d'aller faire toc-toc à la porte de son boss pour dire écoute, tout ce que tu fais pour moi est génial, mais il y a un truc qui me gêne. Voilà qui j'ai envie d'être et voilà. Quand on est sûr de savoir qui on veut être, on a plus d'assurance aussi. Absolument. Pour aller discuter. Alors que voilà. Ouais. Au revoir Christophe. Bonjour. Initialement, j'avais une question. Vous avez apporté quelques éléments de réponse, mais je vais quand même la poser. Elle concerne à la fois Charlotte, mais aussi à Lemeuf qui est sur le sur le plateau aujourd'hui. Selon vous, quelles sont les alternatives concrètes qu'on peut mettre en face des quotas pour arriver à ce rééquilibrage? Oui, donc là, tu poses la question des quotas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est insultant? Avant, Christophe vient de partir. Peut-être j'ouvre sur le truc. Il y a beaucoup de gens, quand on se présente, surtout en école, ingénieurs, commerce, qui sont « Ouais, monsieur, mais moi, ça, c'était le monde d'avant, vous êtes un peu vieux, ça change naturellement, etc. etc. » Et en fait, j'étais assez surpris parce qu'en parlant à Kedge, il y a 1 an ou 2, avec Christophe et Marion Depont, et je parlais de ce que je faisais plus sur les niveaux managériaux en entreprise, ils me disent « François, détrompe-toi, la même réalité existe au sein des écoles. Quand il y a des projets, et pourtant Kedge, on est plus féminin que masculin, qui bossent les filles, qui présentent les mecs. Je ne sais pas si c'est la même chose chez toi en école d'ingénieur, mais c'est assez choquant. Donc moi, le monde qui évolue naturellement sans qu'on fasse rien, etc., malheureusement, tu as peu de trucs qui poussent à l'optimisme. Discrimination positive, je déteste le mot. Je l'ai vécu aux États-Unis où j'ai travaillé. Je l'ai vécu en Afrique du Sud où c'était obligatoire. Il n'empêche, pas sur le sujet de la parité, hein, sur le sujet de l'appartenance. Et en fait, il n'empêche que c'est la seule façon de mettre un énorme coup d'accélérateur. Quand Macron a dit « je veux 50% de femmes dans mes élus pour les législatives », je ne sais pas si tu te souviens du truc, il y a eu 15% de CV de femmes déposés. Il a repris le micro sur Facebook, il a dit « les gars, merci, hein, je m'étais présenté en plus. Mais merci, c'est très gentil, mais ce n'est pas ce que j'avais demandé. J'ai dit 50. Donc, mesdames, pourquoi pas vous? Messieurs, allez secouer vos copines, sœurs, etc., amis qui peuvent et leur dire « pourquoi pas toi ?» Typiquement, dans le Var, circonscription où j'habite près de Cogolin, c'est une infirmière libérale de Cogolin et c'est son mari qui l'a poussée, qui a dit « pourquoi pas toi ?» Et elle s'est dit « tiens, oui, pourquoi pas moi ?» Et puis elle a gagné et c'est génial, quoi. Donc je pense qu'à un moment, sans mettre des chiffres, on peut ne pas aimer et on peut voir les limites de cette discrimination. Il ne faut surtout pas rentrer dans le débat de sélection sans compétence. Parce que moi, l'ayant géré avec des chasseurs de tête, au début, on m'apportait que des CV d'hommes. Je dis non, ça ne va pas. Je dis non, je te demande la même qualité de sélection, mais de faire juste un peu plus de travail pour aller m'apporter 2 CV d'hommes, 2 CV de femmes. Et ensuite que le meilleur gagne. La meilleure gagne. Mais c'est à manipuler avec extrême prudence, mais je pense qu'en cas d'extrême accélération, qui est ce dont on a besoin, tu es obligé de mettre des chiffres. La loi Copé-Zimmermann a marché sur les conseils d'administration. Hein. Il y a 42% de femmes dans les conseils d'administration de boîtes du CAC 40, SBF 120 aujourd'hui. Pardon. Oui, moi je te rejoins complètement. Je pense que c'est une question de temporalité.
même si la méthode est discutable, si on veut que le monde d'aujourd'hui va tellement vite, que si on veut vraiment y arriver, il faut... Voilà, c'est un système violent, mais qui en même temps permet de passer un cap rapidement. Et il n'y a effectivement pas de sujet de compétence, il y a plutôt ce sujet de l'autocensure et d'arriver à les convaincre de venir se présenter, de monter, d'arriver à les identifier, parce qu'il y a eu un entre-soi économique, politique ou autre depuis tant de décennies, voire de siècles, que là, il faut les débusquer. Mais dès qu'elles sortent de l'ombre, elles sont extrêmement compétentes. Et effectivement, il y a tellement de femmes qui aujourd'hui pourraient, il faut juste aller les convaincre qu'elles en ont la capacité. Et elles sont peut-être parfois plus compétentes que ces groupes d'hommes qui sont complètement entre eux tout là-haut. Donc moi, je suis plutôt pour cette méthode. Je vous refais un tout petit storytelling aussi. Un mec n'a absolument aucun problème à postuler pour un poste sans avoir les compétences, mais aucun. C'est écrit dans son ADN. Hein. Le poste de direction s'ouvre, bah, je postule, normal, et puis en plus, il y a une ODS Q7, et puis il y a le truc, et puis il y a le machin. Donc ouais, c'est pour moi, c'est une évidence. Une femme, non seulement ne postule pas, elle reste assise, elle se pose la question des compétences, et elle se dit, si je suis la plus performante possible, il y a bien quelqu'un qui va voir que peut-être je suis éligible pour. Donc c'est là que c'est aussi du boulot pour les dirigeants, pour les équipes de ressources humaines, d'arriver à faire tourner la machine à évaluation de talent pour se dire, attends, où sont mes talents pour de vrai, même s'ils ne se déclarent pas. J'ai plein de témoignages d'amis DRH qui me disent, je prends mon poste, nouveau groupe, nouvelle boîte, j'arrive, je suis tout frais, toute fraîche, j'ai une file d'attente d'hommes qui viennent m'expliquer leur vie, leur œuvre, leurs désirs. Aucune femme ne prend rendez-vous. C'est de la réalité de tous les jours, hein, ce n'est pas des chiffres. Mais on parle beaucoup. Hein. Et il reste 8 minutes. On peut prendre des questions. Oh, merci. Merci et je remercie ce jeune homme de me laisser parler. Du coup. Mais je vais essayer d'être brève. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, mais ce sur quoi je vais rebondir, c'est Madame Lagarde, en effet. Ça, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Parce que le jour où les actionnaires, les investisseurs seront des investisseuses, le jour où, comme Madame Bettencourt le fut pour L'Oréal, mais avec une autre génération, une autre mentalité et uniquement la légitimité du portefeuille et de l'héritage, maintenant je rêve, moi, que des femmes deviennent des grandes financières, deviennent des actionnaires, investissent dans l'actionnariat des entreprises et justement dans le Var, dans ces entreprises innovantes, créatrices d'emplois, génératrices de performances, et que ces femmes financières prennent le devant de la scène et demandent des boards qui soient des boards féminins. Parce que qui décide finalement? C'est le comité stratégique. Et le comité stratégique, c'est le comité des actionnaires, des financiers. Et le jour où les gens qui détiennent les capitaux des entreprises seront majoritairement des femmes, le monde changera. Et j'en suis sûre, ce jour viendra bientôt. Simplement, il faut semer cette petite graine dans l'esprit de nos filles et de nos garçons, à l'école et partout. Messieurs, ouvrez la porte à de l'actionnariat féminin, ayez confiance, ça se passera bien. Ayez confiance dans une gouvernance qui sera humaine, qui sera positive, performante, parce que s'il y a bien un truc que le féminin apporte toujours dans le monde, c'est d'aller voir au-delà de la montagne. C'est la curiosité. On le reproche beaucoup aux femmes. Et bien, finalement, cette qualité peut être une grande qualité entrepreneuriale. Être curieuse, pousser les limites et se dire que la limite qu'on vous a fixée au départ, finalement, elle peut être poussée. Ce plafond de verre n'existe plus. Madame Lagarde nous le démontre. Beaucoup d'autres femmes le démontrent. Et ces femmes-là, elles ouvrent aussi la porte à la créativité des hommes, a aussi accepté qu'un homme dise « Moi, je ne suis pas fait pour être directeur général, moi, j'ai juste envie d'être jardinier ou j'ai juste envie d'être peintre, laissez-moi faire ma vie. » Moi, combien de garçons, combien de collègues j'ai rencontrés, même de directeurs généraux, qui m'ont dit « Mais moi, j'ai fait un diplôme d'ingé et j'ai fait la carrière que mes parents ont voulu pour moi, que mon entourage social a voulu pour moi. Mais je suis malheureux, j'aurais tellement rêvé de faire des sites internet, j'aurais tellement rêvé de faire autre chose de ma vie. J'en ai connu plein et j'en connais encore. Donc, messieurs, mesdames, rêvez,
accomplissez vos rêves et surtout, surtout, ouvrez la porte à l'actionnariat. Et aujourd'hui, on peut être actionnaire dans des entreprises grâce au crowdfunding. Donc allons-y, mesdames, allons-y, investissons. J'achète. Ouais. On signe où? Il y a une citation que j'adore. Je suis passionné de films et Xavier Dolan, quand il a gagné, c'était il y a 5 ans à Cannes. J'étais à Cannes et je l'ai vu avec énormément d'émotion recevoir son grand prix. Et il a dit, pour les jeunes, parce que homme-femme, même combat, je suis complètement avec vous et on partage les mêmes rêves, il faut rêver, oser, travailler et ne jamais abandonner. Et j'adore ce truc-là, et c'est vrai pour les filles, c'est vrai pour les mecs, et pour un monde meilleur. Merci. On va prendre juste 2 dernières questions. Pour moi, ça me tombe bien, j'en avais plein. Mais... il y en avait une sur la discrimination positive, donc ça, c'est répondu. Il y en avait une autre qui était très importante, qui était sur les plafonds de verre. Alors, beaucoup parlé d'entrepreneuriat, d'accession à des postes de direction générale. Moi, ce que je vis au quotidien dans une école d'ingénieurs, et depuis 30 ans, ça n'a strictement pas bougé, mais alors d'un poil de pourcent, c'est pas ça. Parce que les portes, elles sont ouvertes, voire la discrimination positive, elle est en place. Ce qu'on voit surtout, c'est de l'autocensure. Mais vraiment. Et c'est la face... c'est absolument incroyable. L'autocensure. Oui, l'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a globalement autant de... En terminale, il y a autant de jeunes filles que de jeunes garçons qui font à peu près les mêmes études ex-terminales, même si ça n'existe plus. Et nous, on n'en récupère que 15% dans notre effectif. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Ce qui est absurde. Alors, la question, je conçois bien la discrimination positive pour une accession, l'ouverture à des postes de responsabilité. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de pression familiale autour de ça. C'est-à-dire d'histoire familiale avant. C'est pas tellement le monde c'est pas tellement les CA des boîtes qui font qu'une jeune fille en fin de terminale, elle veut pas faire ingénieur en informatique parce que c'est pas fait pour les filles. Il y en a même une fois sur un salon qui m'a dit, moi je veux faire gendarme, mais pas ingénieur. Quand même fabuleux ça. Bon. Et là, j'ai presque l'impression que c'est très culturel. C'est toute la société qu'il faudrait faire changer. Et ça, je ne sais pas trop comment on peut y arriver. Oui, il y a des initiatives au niveau des écoles quand même. Alors, donc moi, j'ai rejoint 100 000 entrepreneurs, qui est donc une plateforme où il suffit de s'inscrire et on peut aller témoigner dans les écoles sur nos parcours, donc déjà de femmes dirigeantes. Et je suis intervenue il n'y a pas très longtemps à la Cordeille. Et le même jour, il y avait une personne de ERDF qui venait témoigner et qui, elle, montrait justement que ces filières, ces métiers techniques, technologiques, peuvent être occupés par des femmes. Donc ça passera par aller montrer l'exemple. Il faut qu'on se bouge en tant que femme. Enfin, le peu qu'il y a aujourd'hui qu'on fait ce choix, il faut absolument les rendre accessibles aux jeunes aujourd'hui. Il faut expliquer aux parents. Il y a encore des parents qui croient que le lycée pro, c'est nul, que voilà, les métiers manuels, c'est des sous-métiers, etc. Donc il y a encore un gros poids culturel. Mais c'est sûr que beaucoup de femmes, il y a le projet d'Olivier Ezrati, je crois, qui prend en photo toutes les femmes du numérique. Et on avait participé à quelques femmes de Toulon sur ce genre de projet. Il faut mettre en avant celles qui ont fait ce choix pour leur montrer que c'est possible. Mais ça va trop lentement. Ça, c'est sûr. 100% avec toi. 100% avec la question que pose Didier. Parce que vous avez beau effectivement mettre tous les tuyaux parfaits, si à l'entrée il n'y a que 5%, 6%, 7%, c'est compliqué. Je l'ai vécu dans les métiers de la science aussi chez L'Oréal, les métiers de la technologie, et on sait que les métiers de l'intelligence artificielle, c'est 85% d'hommes. L'enjeu ancien DRH, c'est le sourcing. Sourcing, c'est la chasse, c'est l'entrée. Et effectivement, tu as raison, c'est de la communication très tôt dans les familles, dans les écoles, sur les possibilités qu'offrent ces trucs-là. Pour parler vrai, moi, il n'y avait aucune raison qu'on m'envoie dans une école d'ingénieur quand j'avais 18 ans. J'aurais mieux fait. J'étais très heureux à l'ICEN, et ça m'a ouvert toutes les portes du monde. Pour ceux qui font l'ICEN, c'est parfait. Et encore plus aujourd'hui. Mais on m'avait dit que comme j'étais bon en maths et en physique, il fallait que je fasse une école d'ingénieur.
je me suis épanoui en étant DRH. Bon, c'est chacun pour soi, hein, ensuite. Et il y a des stéréotypes de genre dès l'entrée. Les métiers de la science, c'est la même chose. Chez L'Oréal, on sponsorisait un truc qui s'appelait Pour les femmes et la science avec l'UNESCO, pour célébrer des femmes scientifiques dans un monde où il n'y a que des hommes aussi. Donc là, c'est de la communication, c'est de la chasse, c'est aller dans les classes de première, de terminale, expliquer, envoyer vos ingénieurs femmes, que chacun en ramène 2. Moi, c'est comme ça que je recrutais chez L'Oréal, parce que chez L'Oréal, j'avais le problème inverse. Comme on fabriquait des cosmétiques, des rouges à lèvres et des parfums, pour aller recruter des hommes qu'on avait besoin pour la finance, pour l'entrepreneuriat, je voulais recruter à 50-50, j'allais les chercher dans les files d'attente de chez Accenture, en disant, dis donc, toi, tu as l'air intéressé, tu es sûr que tu as envie de faire du conseil, je peux te raconter ce que c'est le conseil, tu vas plus t'amuser chez L'Oréal. Donc je pense qu'il faut être capable d'aller séduire, d'aller convaincre, et très tôt, tu es sur le point. Ouais. Je rajoute, je pense qu'un bon exemple à Toulon qui l'a assez bien fait, c'est la marine. On voit qu'aujourd'hui, alors bon, moi je suis juste une Toulonnaise, mais on voit bien que dans leur communication, il y a systématiquement un jeune homme, une jeune fille. Et voilà, ils l'ont illustré comme ça, de plus en plus, pour montrer que... Et je crois qu'il y a énormément de femmes maintenant qui rejoignent la marine. Donc chasse, il faut communiquer, il faut peut-être des pubs télé pour mettre en avant voilà, des parcours comme ça. Je pense que the time is out, comme on dit. Exactement. Je suis vraiment désolé, mais le temps... Normalement, il est à 0. Vous allez, de toute façon, vous restez tout à l'heure peut-être pour les questions potentielles, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Un énorme merci. Merci. Un grand merci à vous surtout, bravo. À tous. Merci beaucoup. Merci Charlotte.